Je suis depuis de très nombreuses années directeur politique d'un journal qui s'appelle Royaliste, qui est bimensuel, et qui fête cette année l'année prochaine son 50e anniversaire. Et je suis membre du comité directeur de la Nouvelle Action Royaliste, qui a été créé il y a également presque 50 ans. Donc j'ai exercé d'un métier de journaliste, d'écrivain, j'ai publié un certain nombre de livres. J'ai été pendant 10 ans membre du Conseil économique et social et j'ai fait un certain nombre de rapports, dont 2 rapports sur les relations entre la France et l'Europe centrale et orientale, Russie comprise, après la chute de l'Union soviétique. En gros, ce que je peux dire. L'esprit de la résistance française, mais je crois que, pour connaître un petit peu, puisque ma famille, mon père et ma mère ont été résistants, je crois que c'est un esprit tout simple, c'est un esprit patriotique, tout simplement. C'est une réaction patriotique qui, pour certains, a été immédiate, dès juin 40, sans avoir entendu l'appel du 18 juin, qui ont simplement décidé que ce n'était pas possible de vivre dans un pays occupé par les Allemands. À l'époque, on parlait des Allemands, ou des Boches, mais pas des nazis. Les nazis rajoutaient à la violence de cette guerre, mais c'était les Allemands, c'était l'uniforme allemand, tout ce qu'il évoquait, et cette occupation physique pour la zone nord, qui fait que ce n'était pas possible d'accepter cela. Et c'est pour cette raison que des Français, hommes et femmes, de droite et de gauche, se sont entrés dans l'action résistante sans savoir exactement ce qu'il fallait faire. C'était un refus initial, à partir de quoi on commençait une action dès que celle-ci était possible. Et on n'imagine pas, mais dans la France coupée en deux, avec les gens qui s'étaient réfugiés, ma mère a été expulsée d'Alsace avec 30 kilos de bagages, elle était à Strasbourg, et elle s'est retrouvée chez sa mère, à Tulle, en Corrèze, et c'est en Corrèze qu'elle a commencé une action de résistance. Mon père était à Montpellier, même chose, blessé devant Épinal, pris, évadé, il passe en zone sud, cherche des contacts, puisque pour lui, comme pour ma mère, ils ne se connaissaient pas, cette résistance ressortait de l'évidence. On n'acceptait pas ni les Allemands, ni Vichy. Donc après, ça s'est inventé. Il y a eu une invention de la résistance qui est quelque chose de prodigieux, puisque des hommes et des femmes qui n'avaient aucune expérience, souvent de l'action politique, de l'action militante, et encore moins, bien sûr, de l'action clandestine, ils ne savaient pas ce que c'était, ont inventé cette action militante, dangereuse, de plus en plus dangereuse, et ont inventé la clandestinité. Avec ce phénomène qu'on appelle maintenant la résistance, qui n'est pas une préparation à la guérilla, qui n'est pas simplement une opération ou un ensemble d'opérations de renseignement, mais qui est un projet politique. La libération du pays est un projet à la fois militaire et politique, ce que incarne le général de Gaulle à Londres, et se fait connaître comme cela, comme celui qui incarne le projet politico-militaire de libération de la patrie. Ce qu'il apporte à la résistance, c'est l'essentiel, il la fonde. Il y a dans le pays des réactions immédiates, patriotiques, comme je l'ai dit, et qui sont politiques et d'intention militaire, même s'il n'est pas encore question de prendre les armes, qu'on n'a pas. De Gaulle est quelqu'un qui comprend la situation et qui comprend qui sait plutôt qu'il ne doit pas être simplement un général en exil, participant en tant que général, commandant une brigade, une division, n'importe, à une opération alliée de reconquête de l'Europe continentale. Il s'affirme d'entrée de jeu comme un chef politique. Et c'est ça
l'important, l'essentiel dans le gaullisme, c'est cet acte fondateur qui est un acte politique. Il s'affirme comme le chef politique de la France libre. Et c'est-à-dire qu'il, tout de suite, au lieu de s'entendre avec les Anglais pour monter une brigade, rassembler quelques combattants, etc., préparer la revanche, d'emblée, il prend le micro pour dire que une bataille est perdue, mais que la France n'a pas perdu la guerre, donc il est toujours dans le combat, et pour proclamer, en fait, l'illégalité et l'illégitimité de Vichy. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans sa démarche, qui est une démarche qu'il médite depuis très longtemps. C'est que non seulement il dénonce l'illégalité de la dictature qui s'est installée à Vichy sur les ruines des institutions, il déclare qu'il reprend la tradition de la Troisième République, qui incarne la pensée de la République, les institutions de la République, même s'il ne peut pas les concrétiser par des assemblées, par des conseils, etc. Mais en même temps, et ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de France depuis très longtemps, depuis des décennies, c'est qu'il s'affirme comme chef d'État légitime. Chef d'un État en puissance, mais qui a la légitimité pour lui. Et c'est De Gaulle qui rétablit le concept de légitimité dans le langage politique et dans l'action politique. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement révolutionnaire. On a l'habitude, la Première, la Deuxième, la Troisième République affirment une légalité, un État de droit. Bien, c'est déjà ça. Des libertés publiques, une représentation nationale, un gouvernement, ça marche plus ou moins bien, mais c'est une légalité, un état de droit. De Gaulle va plus loin. Il dit qu'il est légitime en quoi? Premièrement, parce qu'il incarne la volonté de la défense nationale et de la reconquête du pays. Et le chef d'État, dans l'histoire de France, le chef d'État, c'est d'abord celui-là. C'est celui qui incarne l'unité du pays et son indépendance à l'égard de toutes les autres puissances, que ce soit l'empereur, que ce soit le pape. Il y a cette affirmation essentielle d'indépendance. Et De Gaulle s'inscrit dans ce mouvement. Il dit à l'appel muet mais impératif de l'histoire. Donc ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le XXe siècle, c'est l'histoire de France depuis le début. On est comme ça et on doit la continuer en affirmant justement l'unité politique du pays. Si elle n'est pas en acte, elle est en puissance. Et donc c'est ça, la légitimité, c'est cela. C'est d'être cela, l'élément de la continuité qui va reprendre le combat. Et c'est pour cela que un certain nombre de militaires plus gradés que lui le rejoignent et se mettent sous son commandement. Parce que ce n'est pas seulement un commandement militaire, c'est un commandement politique. Et pendant toute la guerre, De Gaulle va être le chef politique de la France libre, et pas simplement le chef de la France combattante, des soldats, des aviateurs, des marins, des officiers d'armée de terre qui le rejoignent. C'est un chef politique. Il prépare, il sait dès 40 que l'Allemagne a perdu, que ça sera long, il le dit à René Cassin, je crois, ça sera très long, ça sera très douloureux, mais l'Allemagne a perdu, ce qui est quand même, en 1940, c'est difficile de d'énoncer une telle pensée. On pense que l'Allemagne a gagné, et c'est pour cela qu'à Vichy, tout le monde essaye de s'arranger avec elle. Lui, il pense que l'Allemagne a perdu, que c'est une guerre mondiale, il le dit tout de suite, que l'Allemagne n'est pas de taille pour cela, et qu'elle perdra. Et donc, il faut préparer les conditions politiques de la victoire, et pour que la France soit dans le camp des vainqueurs, n'est-ce pas? Et elle n'aurait pas été dans le camp des vainqueurs s'il y avait simplement eu une brigade française au sein de l'armée britannique, même avec beaucoup d'exploits, beaucoup de bravoure, ça n'aurait pas suffi. La France aurait été considérée comme un pays occupé. Tandis que De Gaulle, lui, réaffirme à Londres, à Alger, après, quand le gouvernement provisoire s'installe à Alger, et puis en 1944, après le débarquement, il affirme cette légitimité.
c'est-à-dire qu'avec lui, l'État revient. Voilà, voilà l'essentiel de l'action du général de Gaulle, qui est précédée chez lui par une pensée politique de premier ordre, puisqu'elle porte sur l'essentiel. Et après, quand il deviendra chef de l'État sous la Ve République, il dira qu'il est en charge de l'essentiel. C'est-à-dire toujours la même chose, l'unité du pays, sa continuité, sa souveraineté, n'est-ce pas, dans l'histoire, quelles que soient les circonstances. Vichy, c'est difficile de dire que Vichy se place du côté de la légalité, parce que Vichy détruit la légalité républicaine. Il n'y a plus d'institutions, le Parlement ne se réunit plus, on commet des actes qui sont des actes de trahison. Dire qu'il faut cesser le combat avant même l'armistice, que l'armistice soit signé, c'est une trahison. Donc, d'entrée de jeu, Pétain trahit et sans demander l'avis de personne, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il prend le pouvoir dans des conditions d'illégalité extrême qui, dès 1940, ont été relevées minutieusement par René Cassin, qui est le grand juriste de la France libre, qui a tout de suite rejoint de Gaulle à Londres. Et donc, il n'y a aucune légalité. Et il n'y a pas non plus la moindre espèce de légitimité, puisque le gouvernement, l'État français, se soumet à l'ennemi. Et ce qu'il soumet à l'ennemi, c'est un pays démembré. L'Alsace-Lorraine, la région du Nord, les côtes qui sont occupées par l'ennemi, qui sont interdites aux Français, etc. Tout cela, naturellement, montre qu'il accepte l'inacceptable. Et donc, il n'y a plus de légalité, il n'y a plus rien. C'est, comme le dira René Cassin et tous les juristes de la France libre, c'est une autorité de fait. Je dirais plutôt, c'est un pouvoir de fait. Rien de plus. Et à la Libération, on proclame cela et on déclare nuls et non avenus les textes qui ont été élaborés et publiés par ce pouvoir de fait qui s'appelle l'État français. Maintenant, il y a toute une mythologie sur le CNR, sympathique d'ailleurs, mais bon, le CNR, c'est la pensée, les textes publiés par le CNR sont rédigés d'abord à Londres. C'est l'appel au mouvement de résistance de 1942 qui fixe les grands principes politiques, justement, qui vont être inscrits dans la charte du CNR. Donc, effectivement, c'est l'organisation de résistance qui prépare la libération et qui formule déjà les premiers éléments de ce qui va être la révolution de 1944-1945, c'est-à-dire, et là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout qu'on l'a maintenant quasiment perdu, c'est l'invention d'un système politique, économique et social de type nouveau, qui n'est plus le capitalisme libéral et qui est en même temps tout le contraire du collectivisme soviétique, qui est à la faveur de beaucoup de gens à l'époque, au moment de la libération, à cause du prestige de l'armée rouge, etc. Donc, effectivement, le CNR, le travail que font beaucoup de Français libres à Londres, je pense à Pierre Laroque, qu'on a beaucoup publié, qui est le véritable inventeur et fondateur de la sécurité sociale. À Londres, on travaille beaucoup ces questions-là. On prépare déjà la France libérée. Et donc, tout ce qui se met en place, les nationalisations, la planification, la sécurité sociale, qui est un plan général qui avait des ambitions beaucoup plus grandes que ce qui a été établi, tout cela, effectivement, procède à la fois du CNR, concrètement, et du travail que fait la France libre à Londres et que font les hommes du gouvernement provisoire à Alger.
Alors, oui, il y a eu fabrication du mythe d'une France résistante. Et au moment où pendant qu'on fabriquait ce mythe, on s'ingéniait à le détruire en disant il y a eu une France, la France n'a jamais été résistante, unanimement, tout ça ce sont des histoires, la France a été attentiste, elle a été lâche, enfin les Français. Bon, c'est une très longue histoire, je l'ai vécue. D'abord, c'est une pour quelqu'un qui est contemporain. Enfin, naturellement, je suis né en 1943, ma conscience politique s'est éveillée en 1947 au moment des grandes grèves de 1947, que j'ai vu des manifestations, etc. Mais bon, j'ai commencé à me rendre compte des choses beaucoup plus tard. Mais ce qui était évident dans ma jeunesse, avant, dans les années 50-60, c'est que les traîtres avaient été condamnés. Les procès s'étaient tenus. On trouvait sur les quais à Paris des livres entiers, le procès Pétain, le procès Laval, le procès Vallat. Tout ça a été connu. Les méfaits du gouvernement vichiste et de la collaboration s'étalaient partout, dans tous les titres de journaux. Il y avait des... Et puis, ça a été traité également au cinéma. Donc, on a vraiment fabriqué un mythe. François Azouvi, dans un livre tout à fait récent que j'ai présenté il y a peu de temps au lecteur de Royaliste, démonte cela, en montrant que la vie de l'après-guerre, les débats n'ont pas été du tout, n'ont pas relevé de l'ordre de la mythologie, que les résistants se sont opposés les uns aux autres, que les nostalgiques de Vichy ont pu s'exprimer, qu'il y a eu des tas de règlements de comptes politiques, que le cinéma, la littérature n'ont pas été des cinémas et des littératures héroïques ou héroïsantes, mais on dit les choses d'une façon très, très nette, qu'il y avait eu effectivement Vichy, la trahison, la collaboration. Mais la résistance n'a jamais été présentée comme un mouvement unanime. D'ailleurs, les résistants ne l'auraient pas accepté, puisque leur gloire, ça a été justement d'être peu nombreux et de participer à la libération de la patrie en étant un petit nombre. Donc, ils n'avaient pas du tout envie qu'on dise que tout le monde avait été résistant. Simplement, l'autre vérité aussi que cache le mythe de la France résistentialiste, c'est que la majeure partie des Français étaient favorables à la résistance, que l'opinion a très vite basculé en faveur de Londres, en faveur d'une libération du pays, que les collaborateurs étaient détestés, que les Allemands étaient haïs. Donc les résistants évoluaient dans un milieu qui n'était pas de militants, mais qui était de gens qui leur étaient favorables. Et on ne peut pas faire le compte de tous ceux qui prévenaient pour aller prévenir en cas de rafle, qui alertaient de telle ou telle descente de police, etc. Tout cela, ou permettait une évasion, ou fermait les yeux sur un comportement un peu bizarre. Tout cela n'est pas compté, et ne peut pas être compté par les historiens, puisque même dans ma famille, une de mes tantes allait prévenir en cas de rafle, par exemple, mais elle n'a jamais eu sa carte de résistant, elle n'a jamais été déclarée résistante, elle ne faisait pas partie d'un réseau, simplement elle faisait son devoir de patriote face aux Allemands et elle protégeait autant que possible les gens qui étaient véritablement engagés dans la résistance à Tulle. Voilà, donc ils sont innombrables, ces gens-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fabriqué ça? Les raisons sont complexes. Le résultat est tout simple. C'est que en fabriquant ce mythe, on a contribué à détruire le gaullisme et le communisme. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Le gaullisme a été détruit de l'intérieur par Jacques Chirac, Alain Juppé, etc., qui en ont fait un ultralibéralisme à la sauce conservatrice. Enfin, peu importe, mais en tout cas,
ils ont détruit le projet, ils l'ont abandonné, et Sarkozy, en faisant réintégrer le commandement de l'OTAN, a achevé cette évolution qui était déjà une évolution de long terme. Et puis les communistes aussi, ils ont été victimes de ce qui se passait en URSS, de l'effondrement de l'URSS, et bien avant des crises internes du communisme soviétique. Mais les communistes avaient fait partie de ce grand mouvement patriotique de la résistance, et ils ont été eux aussi, leur mémoire a été contestée, dénoncée, et on s'est mis à raconter un peu n'importe quoi sur le rôle du KGB ou autre, n'est-ce pas, en accusant, on a même accusé Jean Moulin d'être un agent du KGB, on a fait des procès à certains résistants, aux époux Aubrac, par exemple. Et donc tout cela a été, ça a été une remise en cause qui permettait aussi de liquider cette histoire embarrassante de l'indépendance nationale, de la nation, montrant que tout ça n'était qu'imposture, que pose, que le général de Gaulle avait permis par son verbe magique de faire oublier à la France qu'elle n'existait quasiment plus et qu'elle s'était détruite en 1940. Tout ça a contribué à deux choses, à faire en sorte que le projet européen devienne, enfin le projet de l'Union européenne devienne le projet majeur des élites, montrant que les nations étaient dépassées, que tout ça finalement était une histoire sans grande importance puisque c'était de l'histoire morte. Alors on a voulu ça, et ce faisant, on a également oublié que les Allemands étaient là dans toute cette histoire. Les Allemands faisaient figure de figurants un peu lointains, alors qu'ils contrôlaient Vichy, alors que c'est eux qui prenaient les grandes décisions, alors que dans tous les domaines, alors qu'ils pillaient le pays économiquement. Tout ça a été oublié et on a focalisé sur le fait que les Français n'auraient pas été à la hauteur. Bon. Maintenant, comme vous le disiez, le courant s'inverse. Le livre de François Azouvi, je pense, fera date. On commence à reprendre l'histoire qui n'a pas cessé de se faire pendant toute cette époque dominée par cette espèce de culpabilité où tous les 3 ans on redécouvrait l'ignominie de Vichy et les camps de concentration en zone métropolitaine. Mais pendant ce temps-là, on a oublié que comment s'appelle-t-il, j'ai son nom sur le bout des... D'abord, il y avait les mémoires des résistants eux-mêmes, qui racontaient ce qui s'était passé, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient pu vivre après la guerre, penser les uns avec les autres, ou les uns contre les autres. Et puis, il y a eu le livre majeur de Crémieux-Briac, La France libre, qui continue à faire autorité, et que, justement, tous les partisans de la thèse, de la mythologie résistentialiste, ont complètement oublié de citer ou de récuser. On pouvait très bien récuser Crémieux-Briac, mais encore fallait-il le faire avec des arguments. On pouvait très bien essayer de récuser les thèses de René Cassin sur l'illégalité complète du régime de Vichy. On a dit, Henri Rousseau, au contraire, a dit non, ce sont les circonstances, c'est un général rebelle qui a trouvé bien de faire ça à cause de l'époque, mais tout ça n'a aucune valeur. Ah bon? Mais les arguments juridiques, quelle que soit l'époque, continuent à avoir de la valeur. C'est par rapport à une logique du droit, à un droit constitutionnel qui est respecté ou qui ne l'est pas. Bon. Donc, tout cela a été effacé. Crémieux-Briac, d'ailleurs, n'a pas écrit seulement ce livre sur la France libre. Il avait écrit sur les soldats de l'an 40, et 2 tomes qui font date, qu'on a un peu passé sous le silence aussi, qui montrent à quel point l'armée française s'est battue en Belgique et sur le territoire français, avec des pertes qui ont été quand même considérables pour la brièveté des combats. Tout cela a été oublié.
et un peu réveillé pour le 80e anniversaire de 1940, mais très peu. Les autorités ont fait vraiment un service minimum dans ce domaine, alors qu'on se plaint toujours que la jeunesse française n'ait pas de grandes leçons à méditer. Eh bien, là, il y en a quelques-unes, des leçons politiques, des leçons militaires, des leçons d'histoire du peuple français également. Tout cela n'a pas été fait.